Nous avons célébré récemment le 75e anniversaire de la représentation du Québec à New York. On dit toujours que la diplomatie et la géographie vont de pair, et en fait, en ce moment, plus de 70% de nos exportations, de nos échanges commerciaux sont avec les États-Unis. Donc, c'est un partenaire extrêmement important, ce qui explique d'ailleurs le fait que nous avons maintenant 8 représentations aux États-Unis, à New York, Washington, Boston, Chicago, Atlanta, Houston, Los Angeles et San Francisco. Nous allons ouvrir une 9e représentation à Philadelphie. Donc, c'est un partenaire extrêmement important. Donc, on pense non seulement à la vente de biens et services, mais on pense à des partenariats qu'il y a entre des entreprises québécoises et des entreprises américaines. Tous les enjeux aussi de l'éducation. Nous avons beaucoup d'étudiants américains, en fait, qui viennent étudier dans nos universités. Nous avons beaucoup d'universitaires américains qui s'intéressent au Québec, qui donnent des cours sur le Québec, qui collaborent avec des universitaires québécois. Il y a aussi beaucoup de chercheurs qui collaborent au niveau de la recherche ensemble, chercheurs américains et chercheurs québécois. Bon, d'abord, c'était une évidence absolue, là. On avait une frontière très longue et commune avec la première puissance économique du monde, qui avait un gros pouvoir d'achat. Et maintenant, encore aujourd'hui, le Québec exporte 50% de tout ce qu'il produit. Et ce 50%, c'est 70% aux États-Unis. Alors, être québécois et protectionniste, c'est une absurdité suicidaire. Nous, on fabriquait de l'énergie vendable et bon marché et propre. Puis on leur en a vendu de plus en plus, puis les démarches continuent. Au moment où je suis arrivé, nous étions dans une phase de mise en œuvre de l'accord de libre-échange États-Unis-Canada. Et donc, ça a créé un certain nombre d'actions. Dans différentes régions, nous avons consolidé le réseau de délégations aux États-Unis et on a prévu un certain nombre d'actions pour soutenir les efforts du gouvernement et des entreprises. Au milieu des années 80, le Québec se trouvait en déficit commercial avec les États-Unis. Suite à l'accord de libre-échange, avec les actions que l'on a mises, nous avons franchi en 94, je pense, à la fin de 94, pour la première fois, un surplus important de notre commerce avec les États-Unis, de nos échanges avec les États-Unis. Ça équivalait à des augmentations de plusieurs milliards de dollars. Donc, les entreprises qui en ont bénéficié, des organisations, beaucoup d'impact sur les emplois à l'époque. Et donc ça, on était extrêmement fiers d'avoir réussi à vraiment tirer profit de cet accord de libre-échange. C'est le Québec qui a été l'élément moteur et déclencheur des relations particulières par traité avec les États-Unis. Alors, c'était le traité de libre-échange. Pas l'ALENA encore. L'ALENA est venu plus tard, qui était une conséquence du premier traité. Les Ontariens n'en voulaient pas. On comprend, ils l'avaient déjà pour l'automobile. Ça s'appelait l'Autopacte. Alors, ils ne voulaient pas changer leurs privilèges, mais avec Mulroney et la population québécoise, on a fait une campagne énergique pour le libre-échange, et c'est ça qui a déclenché ces relations particulières avec les États-Unis et qui ont fini par l'ALENA, où on a un partenaire, Los Tres Amigos, on a rajouté le Mexique. Notre action sur les États-Unis s'est accentuée. Elle s'est accentuée dans toutes les régions des États-Unis et on y a ajouté évidemment de l'action sur le Mexique suite à la signature de l'accord ALENA en 92. Le gouvernement a souhaité être très actif et prévoir des actions qui viendraient appuyer les entreprises, les organisations scientifiques, technologiques, culturelles. Il y a des actions qui ont été faites dans tous les domaines. Au Mexique, à l'époque, ils étaient très surpris. Le lendemain de l'accord, de la signature de l'accord, on avait déjà des activités de prévues au Mexique, où on est allé en mission commerciale avec le ministre à l'époque, M. Chacha. Lorsqu'est signée cette entente de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, c'est un moment particulièrement significatif pour nous au Québec.
parce que nous voyons là des possibilités de plus en plus importantes avec les Américains pour exporter, faire du commerce, recevoir leurs investissements. On est dans une période aussi de grande expansion économique qui nous amènera à avoir une délégation même au Mexique, qui nous permet de travailler avec le gouvernement fédéral à la venue du Mexique comme partenaire dans ce libre-échange qui aura des conséquences économiques très importantes pour les trois pays. Alors pour le Québec, ça devient une priorité et ça devient une priorité pour qu'on puisse aussi avoir la possibilité d'atteindre l'Amérique latine. Nous étions dans ce mouvement, si vous voulez, qui nous appelait à dire, écoute, il nous faut un libre-échange avec non seulement nos amis américains et mexicains, mais éventuellement qu'on puisse en faire la promotion et avoir ce libre-échange avec tout le continent latino-américain. Il y avait des affinités culturelles particulières entre le Québec et les Latinos. Moi, d'ailleurs, quand j'allais faire mes discours dans des missions officielles, je disais « Nosotros de Québec, nous du Québec, somos los latinos del norte ». Et ça les enchantait et ça faisait l'ouverture à des transactions économiques et culturelles intéressantes, puis on en a fait beaucoup. L'hydro a été fondamental dans plusieurs de nos relations, parce que l'hydro était là comme investisseur, comme porteur d'une technologie extraordinaire. La technologie de transport à haute tension, Hydro-Québec dominait le monde. Et Hydro-Québec s'en est servi, puis on fait beaucoup d'affaires. Le ministère, et moi, quand j'étais là, évidemment, j'y allais régulièrement. Les Latino-Américains avaient une sympathie pour nous. Alors, j'ai pu rencontrer tous les chefs d'État d'Amérique latine. Et j'ai propulsé l'Hydro-Québec vers ce destin avec un de nos anciens députés qui s'appelait Gilles Barry, qui a permis un rayonnement fantastique d'Hydro-Québec et d'entreprises québécoises en Amérique latine. Il y a eu un renforcement de notre présence aux États-Unis. On a donné plus de moyens aux bureaux existants. On a ouvert un bureau du Québec à Buenos Aires. On a inauguré une délégation, une vraie délégation du Québec à Chicago. Pendant la décennie des Amériques, on a aussi créé l'OCAJ, l'Office Québec-Amérique pour la jeunesse. C'est quelque chose qui est resté, qui fait partie maintenant de nos offices Québec Jeunesse Internationale. On avait commencé justement avec la France en 1968. L'Office franco-québécois pour la jeunesse a été créé. Alors, on s'est dit, à partir de là, il faut en créer avec d'autres, parce que ces échanges-là, ça nous marque pour la vie. On l'a fait avec les Belges, rapidement, avec la communauté française. Et moi, quand je suis arrivée au ministère, j'ai dit, là, il faut qu'on découvre les Amériques. Là. Alors, quand on débarquait, non seulement au Mexique, mais jusqu'au Brésil, en Argentine, je veux dire, partout, on disait, nous, vous devriez nous écouter, nous entendre, parce qu'on n'est pas des vrais Nord-Américains, on parle français. On est particulier. Il y a une singularité québécoise, c'est celle-là. Et donc, on a certainement des atomes crochus à découvrir. Et on pensait tout simplement qu'il fallait étendre pour les jeunes Québécois et vice-versa, donc ces échanges mutuellement importants au reste de l'Amérique. Aujourd'hui, tout ça est dans le même organisme qui s'appelle Logique, qui s'occupe de cet ensemble-là. Et je crois que c'est une des plus belles choses qu'on a faites. La décennie des Amériques, ça a été plusieurs initiatives nouvelles. Il y a eu 3 grandes missions économiques du premier ministre avec de très fortes délégations de gens d'affaires et de représentants des institutions québécoises. Donc, au Mexique, au Chili, en Argentine et puis au Pérou.
Et donc, ces missions-là ont permis évidemment d'établir une multitude de contacts, de signer de nombreuses ententes de coopération et ont mis en contact surtout des représentants de nos entreprises avec des décideurs de ces pays-là, parce qu'on le sait, la présence d'un premier ministre, ça favorise ou ça accélère ce type de démarche. De 1996 à 1998, le premier ministre Lucien Bouchard avait invité les partenaires sociaux à se mettre autour d'une table. Les gens d'affaires avaient suggéré au premier ministre de mettre de l'avant une stratégie beaucoup plus agressive à l'égard du territoire américain. Ils avaient dit, il y a un problème de perception du Québec aux États-Unis, même dans la communauté d'affaires, quand ils ne nous connaissent pas beaucoup. Et il faudrait travailler sur les perceptions. Il faudrait que le gouvernement soit beaucoup plus près de nous, les gens d'affaires aussi, les leaders syndicaux, les gens dans les organismes sans but lucratif, les recteurs d'université, qu'on se déplace en équipe dans certaines grandes villes américaines et qu'on fasse véritablement une pédagogie sur les forces du Québec. Les deux grandes saisons qu'on a organisées, celle du Québec en France en 1999 et puis celle de New York qui s'est terminée comme on le sait, mais il y a quand même des choses qui sont restées. Ça demeure pour moi des événements majeurs, en tout cas de l'époque où j'ai travaillé au MRI. On organisait des saisons parce qu'on voulait défolkloriser l'image ou la perception qu'on pouvait avoir du Québec à l'étranger. Donc, en même temps qu'on voulait augmenter la notoriété, faire connaître beaucoup plus de choses qu'on faisait, on voulait modifier sensiblement la perception et donc montrer le Québec moderne, montrer le Québec qui innove, le Québec qui crée, et donc à travers les artistes, mais aussi à travers nos scientifiques, nos chercheurs, nos universitaires, avec les stars parmi nos entreprises. Par exemple, à Paris, il y avait beaucoup d'activités culturelles, bien entendu. Il y avait des activités sur le parvis de la Grande Bibliothèque à Paris. Il y avait toute une rame de métro aux couleurs du Québec. Donc, pendant quelques mois, on avait toutes les couleurs du Québec, toutes ces saisons, tous les attraits touristiques du Québec qui se retrouvaient là, donc on ne pouvait pas le manquer. Puis en même temps, on avait au Palais de la Découverte une exposition qui s'appelait Latitude Nord. Ça mettait en valeur toutes les avancées technologiques du Québec, tout ce qu'on faisait de mieux dans des secteurs comme l'aéronautique, les télécommunications, l'ingénierie. Alors, Québec, New York 2001, bien, c'est un des moments les plus tristes, les plus durs aussi de ma vie. Il y a une telle déception pour ma part, mais encore plus aussi, je dirais, pour l'ensemble des équipes qui étaient avec moi, parce qu'on s'apprêtait à lancer le plus grand festival qu'on avait jamais fait sur la grande place de New York, avec des gens dans le domaine de la culture, du design, de la science, de la gastronomie, des gens d'affaires. Alors, on était justement dans cette grande foulée de corriger des perceptions, de faire en sorte qu'on présente ce qu'est le Québec moderne. On avait travaillé pendant des années à préparer cette activité, mais avec des équipes partout au Québec, bien sûr, avec des experts, avec un bureau de saison. Et on devait lancer le tout le 13 septembre. On était à la délégation comme telle une 50aine de personnes, mais excepté qu'on avait au-delà de 100 personnes avec nous à New York le 11 septembre, parce que les photographes et les gens qui étaient avec les artistes, les gens d'affaires, ils étaient arrivés là, parce que, comme on dit, le spectacle commençait là. On voulait vraiment créer un effet wow à New York. Et donc, on avait installé, si vous voulez, le cœur de la programmation, en même temps que notre quartier général, au World Financial Center, là où est maintenant Ground Zero, donc tout près des tours du World Trade Center. Vous savez, le 11, on se préparait donc, plusieurs d'entre nous, à partir pour New York le lendemain, et donc on s'est transformé radicalement cette journée-là en organisation de sauvetage pour la centaine de personnes qui se trouvaient à New York,
qui étaient placés sous notre responsabilité, dont on ne savait pas au début s'ils étaient en sécurité, s'ils étaient sains et saufs. Je suis très fière de ce que les équipes qu'on avait à l'époque au ministère ont réussi à faire, d'avoir en 4 jours au moins réussi à localiser tout notre monde, à les trouver sains et saufs et à les ramener à Québec avec de l'assistance psychologique pour plusieurs d'entre eux. Plusieurs ont vu les tours s'écrouler, ont vu les gens qui se jetaient par les fenêtres, alors il y a eu des traumatismes quand même. Alors ça a été quelque chose de très, très intense. L'objectif de la présence en général des bureaux du Québec à l'étranger, c'est de faire en sorte que le Québec va devenir plus prospère. D'ailleurs, c'est un élément de la nouvelle politique internationale du Québec. On veut, à travers notre développement à l'international, assurer la prospérité à venir de nos enfants et du Québec de demain. Si on reste à l'intérieur de nos frontières, on va rester petit. Si on sort, on va aller chercher des revenus, on va aller développer nos entreprises. Le chef de poste, en fait, est le principal représentant du Québec sur un territoire. Ce qu'on s'attend, c'est d'un chef de poste, c'est qu'il soit capable, je dirais, de développer des relations avec les principaux partenaires sur le territoire, de maintenir, je dirais, un réseau de contacts qui est déjà bien établi, mais aussi identifier de nouveaux partenaires. Je dirais, on s'attend à ce que ce soit quelqu'un qui soit, en fait, un diplomate entrepreneur. Donc, comprendre aussi leurs perspectives, leurs besoins, leurs attentes, et je dirais de faire un arrimage avec nos besoins, nos attentes et les dossiers que nous souhaitons mettre de l'avant. C'est irremplaçable, la présence physique dans les villes et les territoires pour lesquels on conclut qu'il y a des intérêts pour le Québec à être présent. Il n'y a rien qui va équivaloir à la force que ça représente, la connaissance des humains, la rencontre et la discussion et la confiance qui se bâtit. Alors, prenons l'exemple du monde culturel. Bien, vous êtes dans une ville comme New York, il y a des presenters, qu'on appelle. C'est ceux qui prennent les décisions sur la programmation dans les grandes salles de spectacle. Alors, vous ne pouvez pas juste arriver à tous les 3 mois puis dire, bien, moi, regarde, j'ai un nouveau show. C'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il faut aussi devenir ami avec eux. Il faut s'intéresser à ce que les New-Yorkais font, ce que les gens d'autres pays font à New York. Il faut être présent, il faut les connaître, il faut s'en faire des amis. Le mandat du délégué général du Québec à Paris, c'est un mandat très, très précis. C'est de défendre les intérêts du Québec en France. Et ce n'est pas un métier facile d'être délégué du Québec à Paris. À Paris, il y a 195 ambassades, une 60aine d'organisations internationales. Il y a des lobbies très puissants qui sont installés à Paris. Tout ce monde-là veut faire valoir leur intérêt. On est dans une vraie compétition où il faut trouver sa place, où il faut retenir l'attention de l'interlocuteur français qui doit trouver son intérêt lui aussi. Dans le fond, on est là pour conjuguer nos intérêts à ceux du pays où on est accrédité. Si c'est la délégation du Québec au Mexique, c'est le Mexique. Si c'est l'Angleterre, dans mon cas, c'était la France. Ce système de délégation est là pour nous permettre d'avoir cette sensibilité, cette réalité du pays avec lequel nous discutons et la possibilité donc de développer des liens de plus en plus efficaces. C'est pour ça que les délégations sont tellement importantes, qu'on puisse avoir la possibilité sur le terrain d'être là et de voir quels sont les intérêts qui peuvent être développés et l'intérêt du Québec et l'intérêt de ce pays. C'est une nouvelle priorité du gouvernement du Québec de développer l'Asie en commençant par la Chine, consolidant le Japon, la Corée du Sud, qui est un pays
comparable au Québec dans bien des domaines où on est en train aussi d'augmenter le personnel. Et donc, on est en train aussi de créer une synergie en Asie entre nous, les représentants du Québec, Inde, Japon, Corée, Chine, pour mieux partager nos expériences. C'est des marchés complexes, mais c'est des marchés qui ont un tel potentiel qu'il faut vraiment créer cette nouvelle dimension culturelle de la politique internationale du Québec, c'est-à-dire ouvrir l'Asie davantage. C'est important la présence du Québec en Asie. C'est important d'être au Japon. C'est important aussi d'être en Chine. En Chine, je dois dire que ça prend de la constance et ça prend de la confiance. En Chine, il faut y retourner souvent et il faut se faire des amis. Donc, toutes les missions qu'on faisait en Chine pouvaient ouvrir des portes à nos industries, mais aussi au milieu culturel, surtout nos universités également au niveau de la recherche. Et en Chine, nous avons développé aussi avec le Shandong, qui est une région partenaire, des liens importants. Alors, au tout début, c'était très, très difficile de percer ce marché, mais le fait d'y être retourné à plusieurs reprises, à ce moment-là, j'étais devenue une amie de la Chine. Alors, c'était beaucoup plus facile. Si vous allez en Chine, puis vous prenez 2 ans avant d'y retourner, oubliez ça. Il faut vraiment être très constant, y aller régulièrement, puis aussi organiser des missions. Aider aussi à aider dans différents domaines. Je pense entre autres à des magistrats. On a même formé des magistrats avec la magistrature du Québec. C'est un pays où on se devait d'être et on a véritablement pris notre place en Chine. C'est très intéressant de voir actuellement en Chine l'intérêt que les Chinois ont pour toute forme de culture ou de connaissances étrangères. Nous, pour survivre comme petit peuple francophone dans une mer anglophone, on a dû développer, avec des efforts surhumains par rapport à notre population, notre expression culturelle. Alors, on se retrouve naturellement dans le plus grand marché de la culture au monde, qui est la Chine, et où il y a un succès fou. Les cirques québécois, des plus grands aux plus petits, du Cirque du Soleil aux 7 doigts de la main, en passant par le Cirque Éloise et bien d'autres, ont un succès très important en Chine sous diverses formes. Bref, c'est un marché qui s'ouvre à la culture internationale, où on est prêt à payer cher et où le Québec, qui est bien préparé, parce qu'on était déjà présent en Europe, on est présent aux États-Unis, bien, où le Québec a des débouchés possibles. Ils sont très friands d'éducation. C'est pour ça que c'est très facile pour le Québec, si on est sur place, de proposer des solutions en éducation, en langue française et en langue anglaise. Il y a un intérêt très important. Et pour développer la recherche scientifique, pour développer même le système d'éducation, il faut que la Chine passe par une période où on va valoriser énormément la créativité et l'innovation. Le Québec aussi, par sa créativité dans le domaine des arts, de la culture, mais aussi dans le domaine de la recherche, est connu dans le monde. Et là, on a énormément, encore une fois, d'opportunités en Chine. La mobilité du savoir et l'importance des ententes qui touchent les domaines scientifiques pour l'économie du Québec, c'est une question centrale. Beaucoup de modèles ont éclos un peu partout dans le monde et en particulier un modèle qui nous impressionne encore aujourd'hui, c'est Silicon Valley. Ça nous a beaucoup aidé à comprendre que nous aussi, on avait cette possibilité si on considérait l'économie du savoir comme étant partie prenante non seulement des relations internationales, mais qu'on incluait nos universités, nos chercheurs dans le cadre d'un modèle économique qui était différent, bien sûr, de transfert de connaissances, c'est pour ça qu'ils sont là, transfert du savoir, formation de nos jeunes, de nos étudiants gradués, de développement aussi de chaires de recherche, mais les effets dans l'économie sont tellement considérables que l'oxygène international devient une denrée qui est indispensable. En matière de recherche, je dirais que ce sont les universités qui nous aident le plus à l'international. C'est important au niveau de l'économie du savoir. Et le fait que le Québec aussi soit une région partenaire, un projet, entre autres,
qui me vient à l'idée, c'est celui avec la Bavière. La Bavière a invité le Québec, étant une région partenaire, a invité le Québec à partager un projet très important en haute technologie. Le fait de faire partie de ce groupe des régions partenaires aide non seulement le Québec, mais aussi nos universités et nos chercheurs. Dès le deuxième sommet de la francophonie, nous avons voulu lui donner un volet important en ce qui regarde la recherche scientifique. Nous sommes en 87, une évolution scientifique qui se met en place d'une façon particulièrement significative. On dit qu'il faut qu'on puisse établir des liens pour qu'il y ait des échanges au niveau scientifique, qu'on puisse partager ce mouvement de découverte scientifique pour le bien-être de l'ensemble des membres de la francophonie. Dans le domaine médical, bien sûr, dans le domaine de la robotique, dans l'intelligence artificielle. Vous avez parmi les plus grands spécialistes au monde. Ils sont ici, ils sont au Québec. La recherche sur l'énergie renouvelable est à bouleverser complètement tout le secteur de l'énergie. Et tout ça a débuté dans les années 80. Et tout ça a débuté lorsque nous avons commencé à discuter au niveau de la francophonie. On peut être fier de ce qui se passe et des résultats que nous avons.